Parfait, merci beaucoup de nous rejoindre. J'utiliserai ce micro pour ceux qui sont dans la salle. C'est un événement assez exceptionnel puisqu'on a la chance ce soir d'être en présentiel à la Défense et également en région pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer depuis leur ordinateur chez eux. Donc c'est assez formidable ce qu'on peut faire maintenant. On aura du coup des questions de la part de l'audience et puis également en ligne. Alors merci Daniel Cohen-Delara d'être avec nous ce soir. Merci Fabien Labrousse de Vidéobooks de nous accueillir. Comment ça va se dérouler? Il y aura d'abord une première partie d'interview où Daniel nous présentera son livre avec pour intervieweur Fabien. Et puis la deuxième partie, ce sera vraiment une mise en pratique pour savoir finalement comment on utilise Ishimoku sur les marchés dans son coding au quotidien. Bien sûr, vous pouvez poser des questions. On aura également des questions qui vont se posées en ligne. Donc n'hésitez pas à intervenir. Et voilà, profitez bien. Bonsoir. Alors merci IG également, merci Maëva donc d'avoir organisé cette manifestation où je vais vous présenter ce que je sais, ce que je connais d'Ishimoku. D'abord, première question à la salle, qui utilise, qui connaît ou qui n'en a jamais entendu parler ou connaît que le mot? Alors attends, il y a une question comme ça, on va lever la main. Qui utilise Ishimoku? Qui a déjà lu, a déjà regardé? Ah, ok, d'accord. Pareil en ligne. Oui, j'utilise très souvent. Voilà. Ah, c'est super. Et qui n'en a jamais entendu parler? Pour qui ce que je vais montrer ce soir va être une première? Monsieur au fond, non? Même pas. Le nom, oui, mais. D'accord. Ok, parfait. Et bien, c'est parti. Moi, je pense qu'on m'entend bien. Alors, déjà, Daniel, toi, au niveau de ton parcours, aujourd'hui, tu es président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, qui existe depuis 1990. Mais dans ton parcours personnel, dans ta carrière, il me semble que tu as plutôt de la finance de marché. Quel est le cheminement en fait, vers l'analyse technique? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce côté de la finance de marché qui est très spécifique et un peu désincarné par rapport à la vie des entreprises, ou peut-être pas, mais voilà. Comment étudier l'analyse technique? Alors, je ne viens pas de la finance de marché, je viens de l'entreprise. Puisque j'ai été pendant 25 ans chef d'entreprise en tant qu'actionnaire ou égalitaire ou majoritaire sur des PME industrielles de 100 à 350 personnes. Ce parcours s'est arrêté il y a maintenant une bonne quinzaine d'années et c'est à ce moment-là que je suis venu sur les marchés. C'était le bon moment, c'était juste après Lehman Brothers. Donc, je suis parti du bas, ça s'est bien passé au début, puis après, ça s'est moins bien passé. Et c'est là où je me suis dit, il faut que j'apprenne, comme tout le monde, que j'apprenne. Et c'est là que, je me suis commencé à lire mes premiers livres d'analyse technique. Hein, c'était le Murphy, un peu la base. Et puis après, j'en ai lu d'autres, Nissan et autres. Et puis petit à petit, j'ai appris et plus j'apprenais, plus je me plantais quand je tradais. Parce que pas que l'analyse technique ne suffit pas, mais elle est trop analytique, elle est trop graphique. Et c'est par la FAT, lors d'une conférence, que j'ai découvert Ishimoku. Première fois, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis je me suis un peu accroché. Et puis à force de m'accrocher, j'ai travaillé, j'ai développé. Celle qui a introduit en France Ishimoku, c'est Karen Pelwal. Et j'ai travaillé avec elle pendant 2 ou 3 ans. Elle était à la FAT à l'époque. J'ai préfacé son premier livre il y a déjà 10 ans. Et puis j'ai mis au point ma propre méthode. Et c'est là qu'avec Karen, nos chemins ont divergé. Et donc, j'ai développé petit à petit une méthode qui est la mienne, qui me va bien, que je décris dans le livre, qui utilise à la fois les fondements d'Ishimoku, et je vous expliquerai dans le courant de la soirée qu'est-ce que c'est effectivement Ishimoku et pourquoi c'est une méthode, c'est une approche qui est pour moi beaucoup plus réaliste que l'analyse technique. Alors, je suis président de la FAT, donc je ne vais pas renier l'analyse technique. Et justement, la méthode que j'ai mise au point, justement, utilise à la fois Ishimoku
et des éléments d'analyse technique, et en plus des éléments d'analyse technique que j'ai complètement redéveloppés. Par exemple, les bandes de Bollinger, je les ai complètement redéveloppées d'une manière tout à fait différente de celle de John Bollinger. De même j'ai développé des choses sur les extensions et les retracements de Fibonacci. Donc, petit à petit, avec le temps, j'ai mis au point ma méthode. Et bien, depuis que je maîtrise un peu mieux Ishimoku, ça fait quand même depuis 2013, 12, 13 à peu près, bon, je gagne de l'argent tous les ans. Donc, ce qui montre que la méthode, elle est plutôt favorable. Donc, voilà comment je suis passé de la direction d'entreprise. Alors, autre point, et ce passé, il est intéressant et il est important quand je discute avec des gens qui viennent un peu plus de la finance. J'ai aussi le côté qui est proche de la réalité, non pas des marchés mais des entreprises. C'est pas pour rien, et on va voir des éléments qui ne seront pas forcément, sauf si vous me posez des questions, et je vous invite à le faire. Mais quand je regarde un graphique Ishimoku sur des actions, parce que je fais surtout de l'action, eh bien, je m'intéresse à l'entreprise et généralement, je vais à minima voir les bilans ou les bilans très simplement sur Rama ou autre. Je regarde tout simplement un peu la structure. J'ai envie de savoir quelle est l'entreprise qui a derrière ce qu'elle fait. Quand vous avez des cours de bourse, c'est cool. Et on verra, et Ishimoku le traduit d'une manière extraordinaire. C'est qu'il s'est passé quelque chose dans l'entreprise. Il s'est passé des problèmes financiers, des problèmes de marché, un procès, des dirigeants qui s'en vont, des problèmes pénaux qui influent. Hein. Quand on regarde Orpea, c'est quand même assez significatif. Et donc, ce rapprochement avec la réalité de l'entreprise, c'est pour moi le phénomène qui est aussi le plus intéressant. Et je vous montrerai qu'en fait, Ishimoku est la méthode qui se rapproche le plus ou le mieux de l'analyse fondamentale ou de la réalité des entreprises. Et c'est même, vous verrez dans certains cas, c'est même magique. Alors, dans ton approche, est-ce que tu es plutôt orienté investissement long terme dans le sens achat-vente traditionnel d'actions d'entreprise, ou tu vas rentrer dans le trading? Ce soir, c'est un événement qui est organisé avec IG, qui est spécialisé notamment pour tout ce qui est produit de trading actif. Et est-ce que Ishimoku s'adapte aux différents types d'approches des marchés, à savoir l'investissement long terme et le trading actif? Alors, Ishimoku, c'est une méthode de traitement d'informations. Quand vous regardez les indicateurs, c'est un traitement d'informations. Une moyenne mobile, c'est une façon de traiter l'information. Et Ishimoku, ce n'est qu'une méthode astucieuse, qui est même parfois un peu pas miraculeuse, mais qui fonctionne très bien. Et elle s'adapte en fait à tous les types de marchés. Alors, selon les périodes, ça m'arrive tout aussi bien de faire du forex. J'en fais moins depuis un certain temps, des indices, mais c'est valable. Ishimoku fonctionne sur tous les types d'actifs et sur toutes les unités de temps. Alors, lorsque j'ai démarré le média Vidéo Bourse, c'était en 2007 et je dirais jusqu'à 2011-2012, j'entendais pas parler d'Ishimoku, et puis petit à petit, ça s'est développé en popularité de tout type de marché. Et l'évolution, de toute façon, a fait qu'aujourd'hui, on a des personnes qui s'intéressent, des investisseurs qui s'intéressent à des classes actives qui n'existaient même pas à l'époque, comme les crypto-monnaies aujourd'hui. Et Ishimoku, finalement, a gagné en popularité. Et je pense que c'est aujourd'hui l'approche de l'analyse technique la plus populaire, je pense. Si on la compare à d'autres indicateurs de référence, comme les bandes de Bollinger, le RSI, etc., Ishimoku s'est imposé en tout cas vraiment comme une suite d'indicateurs de référence. Pourquoi, à ton avis? Est-ce que c'est par sa simplicité? Est-ce qu'il y a des... Voilà, ça reste des indicateurs dérivés de prix, mais est-ce qu'il y a des informations supplémentaires qu'on ne retrouve pas sur les autres indicateurs techniques dérivés de prix classiques? Ah oui, tout à fait. Alors, d'abord, pour moi, ce n'est pas, c'est classé dans toutes les plateformes, dans les indicateurs. Pour moi, ce n'est pas un indicateur, et c'est même un pan complet de l'analyse technique. C'est véritablement une méthode, donc qui a sa place à part dans les schémas d'analyse technique. Alors, elle marche, comme on l'a dit, sur toutes les unités de temps. Alors, pourquoi elle se développe? C'est assez marrant, les développements. Moi, il y a un élément qui m'a surpris, car la première fois que j'ai lu son livre, qui est le livre de Steve Nissen sur les chandeliers japonais.
les Japonais utilisent les chandeliers depuis le XVIIIe siècle et c'était une des bases du travail sur des marchés futurs sur le riz. C'est développé comme ça au début du XVIIIe siècle. Et celui qui les a développés a fait une fortune absolument immense, et pas qu'en riz, en les utilisant. Et puis, j'ai resté au Japon. J'ai resté au Japon et il a fallu attendre justement Steve Nissen en 1989 pour sortir son livre sur les chandeliers japonais, qui a fait un tabac. Je crois que c'est certainement un des livres d'analyse technique qui s'est le plus vendu dans le monde. Je crois que c'est 80 000 exemplaires pour un livre d'analyse technique, c'est beaucoup. Et en fait, ça a révolutionné totalement l'approche des investisseurs, qu'ils soient privés ou des investisseurs comment dire, professionnels. Et aujourd'hui, qui utilise autre chose, qui utilise les bar charts encore? Il n'y a plus personne qui utilise les bar charts. Tout le monde utilise cette méthode. Alors, ça a mis du temps, ça a mis 2 siècles et demi avant de se populariser. Bon, alors maintenant, avec les évolutions, l'informatique ou autre, ça va effectivement beaucoup plus vite. Et alors, Ishimoku, il y a un travail. Ça ne se donne pas comme ça. Il faut le travailler. J'aurais tendance à dire qu'il suffit de travailler. Et de toute façon, tout système, toute discipline, il faut la travailler. Il faut l'expérimenter. Il faut un peu se planter au début parce qu'on a oublié ceci ou cela. Et après, une fois qu'on le maîtrise, ça fonctionne pour moi de manière plus supérieure au système d'analyse technique classique. Quelques petits exemples. Et un en particulier que j'affectionne particulièrement et que je montrais à un moment donné dans les formations que je faisais. J'avais pris un graphique qui était Air France sur, je sais pas, 6 ou 7 ans. Et je ne me rappelle plus, entre 12 et 14 euros. J'avais trouvé 10 supports aux résistances. Alors, bien sûr, il y a des supports résistance qui sont plus importants que d'autres quand on prend par exemple des niveaux de polarité. Là, effectivement, il y a une plus grande force. Mais des niveaux de polarité, j'en avais 4 ou 5. Donc, comment, pour un analyste, pour un investisseur qui veut rentrer en position, qu'est-ce qu'il donne comme objectif? Si on est en dessous de la zone que j'avais prise, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif? Eh bien, au moins, parmi mes 10 ou 12, il y en avait au moins 4 qui étaient majeurs, mais les 4, quand on est autour de 10-12 euros, qu'il y ait 1 euro ou 1,50 € de différence, ça fait 10%. Sur un trade, 10%, c'est énorme. Eh bien, les niveaux Ishimoku, sur 2 d'entre eux, étaient absolument magnifiques. Et quand vous verrez, je suis toujours émerveillé, maintenant ça fait 13 ans, début 2011, 12 ans, pas loin de 13 ans, quand je vois les marchés, les cours s'arrêter pile poil sur une des lignes importantes Ishimoku. Ça reste toujours pour moi quelque chose de vraiment merveilleux. Alors, on rentrera, je pense que tu me demanderas tout à l'heure certainement quels sont les fondements de la méthode, mais le fait qu'elle se popularise, c'est par rapport à un plus grand succès. Moi, j'ai vu quand j'ai commencé à maîtriser Ishimoku, mes résultats de trading ont complètement changé, mais totalement changé. Et aujourd'hui, je pourrais pas m'en passer. Ok. Eh bien, on va découvrir ta conférence. Une des questions qui viendra à l'esprit, c'est justement pourquoi, en fait, dans la construction d'Ishimoku, donc de cette suite d'indicateurs, je ne sais pas si tu la qualifierais comme ça. Vas-y. En fait, ça reste que des dérivés de prix. Et donc, qu'est-ce qui fait, en fait, selon toi, et même au sens plus large que selon toi, parce qu'il y a de plus en plus de littérature et d'intérêt et de formation autour d'Ishimoku, pourquoi l'information serait plus pertinente que sur une moyenne mobile, que sur des bandes de Bollinger et d'autres indicateurs historiques? Lorsqu'on préparait cet événement, on m'avait indiqué l'importance de l'équilibre. Voilà, en fait, dans la construction, qu'est-ce qui distingue d'après toi et qu'est-ce qui justifie un tel intérêt, un tel engouement autour d'Ishimoku? Alors, l'analyse technique, pour moi, c'est l'utilisation des extrêmes de marché. Un support, c'est un extrême de marché. On descend, on rebondit. Une résistance, c'est un extrême de marché. On monte, on rebondit ou on franchit, l'un ou l'autre. Un canal, c'est également quand on vient toucher
les obliques hautes et basses du canal, ce sont des extrêmes temporaires du marché. Ishimoku ne fonctionne pas du tout de cette manière-là. Ishimoku va aller rechercher les équilibres de marché. Et les différentes lignes donnent des niveaux d'équilibre sur 9, 26, 52 périodes, qui sont en fait des niveaux cachés. Et c'est aussi parfois tout à fait extraordinaire de voir que des niveaux importants Ishimoku, le marché s'arrête dessus, et après, eh bien, ça devient, pour les analystes techniques classiques, des supports ou des résistances. Et beaucoup de supports résistances de l'analyse technique sont issus de niveaux d'équilibre d'Ishimoku. Alors, je précise un peu ce que je veux dire. Et c'est ce qui ramène véritablement à la réalité du marché. Vous avez en permanence la bagarre entre acheteurs et vendeurs autour de niveaux. Et si je prends une des lignes, la Kijun par exemple, hein, qui est le point médian sur 26 périodes, ça veut dire que c'est le niveau sur les 26 dernières périodes autour duquel les prix ont tourné. C'est-à-dire qu'on a travaillé autour de ce niveau-là. Et ce n'est pas étonnant, surtout lorsque on est dans des périodes d'incertitude de marché, que le marché vienne se réfugier justement sur ces niveaux-là. Et on va le voir, je vous ai préparé sur des grands actifs, hein, une petite revue technique des marchés en Ishimoku. Eh bien, ce n'est pas étonnant, dans des périodes un peu perturbées comme maintenant, eh bien que tout simplement, les marchés viennent se réfugier sur des niveaux autour duquel ils ont tourné. Alors qu'un support, une résistance, ben comme montré, il peut y en avoir un certain nombre, et sur lequel on va s'arrêter. Et c'est là la force de la méthode qui se rapproche du combat permanent entre acheteurs et vendeurs, des niveaux auxquels le marché a tourné, sur le court terme avec la Tenkan, les 9 dernières périodes, sur la Kijun, les 26 dernières périodes, et la SSA sur les 52 dernières périodes. En plus, avec le système de projection sur SSA, SSB, eh bien, le système Ishimoku donne les niveaux de support et résistance qui sont encore inconnus aujourd'hui en analyse technique, auxquels le marché va se trouver confronté dans le futur. Parce que le niveau d'aujourd'hui, le niveau d'équilibre, c'est la résultante de ce qui s'est passé dans le passé. Si je me réfère à des actions, eh bien, c'est la réalité de ce que pense le marché sur l'état de la société. Si c'est pour, par exemple, un Forex, l'eurodoll, eh bien, c'est le rapport entre les taux d'intérêt à 2 ans entre le dollar et l'euro, ou le rapport entre les poids des économies entre des deux côtés de l'Atlantique. Donc, en fait, tout ça vient, et les niveaux de traitement des grosses mains se fait par rapport justement à ces niveaux, à cette réalité de ce qu'est l'entreprise et de ce que sont les marchés. Mais évidemment, les grosses mains ou les gestionnaires de fonds, ils ne font pas tous la même analyse. Avec la même information, ils font des analyses différentes. C'est pour ça qu'il y a un combat entre acheteurs et vendeurs sur chaque niveau, sur chaque prix en permanence. C'est la base de la bourse. Et les vrais niveaux d'équilibre, qui sont des niveaux généralement cachés, deviendront des supports résistance dans le futur en analyse technique, mais sont ces niveaux d'équilibre, niveaux cachés, autour duquel les marchés ont tourné. Et quand après, par exemple, une tendance baissière, on remonte, eh bien, on a tous nos plats de SSB qui sont ni plus ni moins que les niveaux d'équilibre qui représentent, par exemple, pour une entreprise, dans la période baissière, les différentes étapes de la baisse. Eh bien, donc des différents niveaux d'équilibre jugés dans le marché, dans la baisse. Eh bien, au contraire, quand on remontera, eh bien, ce seront autant de résistances qui, dans certains cas, ce ne sont même pas des supports ou des résistances de la baisse. Et on voit de manière absolument formidable à quel point ça fonctionne. On regardera tout à l'heure le gold. Le gold, il suit les niveaux Ishimoku d'une manière, c'est du papier à musique. Dans le dernier rallye, on s'est arrêté et on est resté pendant quelques jours entre deux plats de SSB à 1986 et à 2007 $.
qui sont des niveaux Ishimoku évidents, mais qui ne sont pas ni des supports, ni des résistances. Alors maintenant, ils le sont. Hein. Maintenant, ils le sont. C'est Ishimoku qui les a créés. Ce sera tout pour moi. Marie-Eva, est-ce que tu veux dire quelque chose? Parfait, merci beaucoup Fabien pour cette interview. Alors justement, comme tu parlais des niveaux sur l'or, alors je vais en profiter pour poser une question à l'audience ici et en ligne pour savoir déjà sur quel marché vous investissez principalement. Quel est votre marché préféré? Est-ce que vous êtes plutôt sur indice, sur Forex, matières premières ou alors actions? Alors là, on va peut-être le faire à main levée. Indice. Ah, ok. Bon, déjà 95% peut-être d'indice. Est-ce qu'il y a un petit peu de Forex? Un petit peu de Forex. Matières premières, certains. Or, pétrole. Ah oui, quand même un petit peu. Et les actions, pour terminer? Ah, il y a un peu. Ok. Donc, surtout, en fait, finalement, surtout indice et action, hein, pour nous dans la salle. Et alors là, je vais en ligne, et ben, c'est à peu près la même chose. On a 46% de personnes sur indice et 32% de personnes sur action. Donc, finalement, ça se rejoint assez. Alors, ce que je te propose, Daniel, c'est que tu es sur l'ordinateur. Voilà. Voilà, donc là, vous allez voir en direct. Hein. Alors, je vous ai préparé une petite revue technique des marchés et après, je vous passerai la parole si vous êtes intéressé par n'importe quel actif. J'ai ma liste d'actifs et à ce moment-là, on les regardera et on montera l'analyse ensemble et en direct. On va commencer justement par l'or. Alors, est-ce que tu commencerais pas par un indice, Daniel? Oui, comme on a pas mal de personnes sur indice, allez, voilà, comme ça, okay. Allez. Ah voilà. Alors là, on commence par le Nasdaq. Alors, donc vous avez un schéma Ishimoku classique hein, avec alors mon code couleur qui est le code que j'ai utilisé dans le livre et autres, qui est la Tenkan ici en vert, la Kijun ici en rouge, les SSB en bleu et la SSA dans une couleur un marron orangé et puis bien sûr ma lagging span ici en noir. Alors le Nasdaq. Alors le Nasdaq, on est resté depuis pas très longtemps, hein, pendant 3 semaines. On a eu un schéma baissier, hein, on sait pour quelles raisons. Et puis on remonte hein, depuis quelques jours, hein, et surtout la prise plutôt favorable du marché du discours de M. Powell, laissant espérer par le marché. Mais souvent, le marché n'interprète pas toujours bien M. Powell. Et lui, il sait ce qu'il veut. Hein. Le fait que peut-être on serait près du sommet des taux, donc évidemment est favorable au Nasdaq, est favorable aux actions de la techno. Et là, on voit donc que l'on est passé d'une tendance qui était baissière sous le nuage à une tendance haussière, c'est-à-dire pour moi une tendance haussière, c'est pas seulement les prix au-dessus du nuage, mais c'est la lagging span aussi au-dessus du nuage. Parce que cette petite ligne hein, qui est les prix retardés de 26 périodes, c'est elle qui est le détrompeur du système. Et beaucoup des résultats de trading se font par l'interprétation de la lagging span. De temps en temps, j'aime bien, quand je fais les formations, dire en plaisantant, en fait, on a 2 yeux, un œil pour regarder les prix et un œil pour regarder la lagging span. Donc là, le Nasdaq est rentré dans une tendance haussière. Alors, quelles sont la première résistance à venir? C'est 15 487. Alors, là aussi, hein, je ne l'ai pas fait exprès, c'est le côté extraordinaire d'Ishimoku. Ce niveau-là, avant le mois d'août, ce n'était pas du tout un niveau de résistance. Et c'est quoi ce niveau? C'est tout simplement la sortie du nuage. Et les prix ne sont pas sortis du nuage. Et c'est alors, le nuage, on a donc ce qu'on appelle la SSB, la Senkou Span B. Moi, j'utilise plutôt les termes américains. Donc, qui est le point d'équilibre sur 52 périodes projeté 26 périodes en avant. Et la SSA, cette ligne-là, c'est le point médian entre la Tenkan et la Kijun.
c'est un niveau d'équilibre entre un 9 et un 26. 26 et 9, 35 divisé par 2, 17. Donc, c'est le niveau d'équilibre sur plutôt le long terme par rapport à une zone d'équilibre entre le court terme. Et donc, la distance, l'épaisseur du nuage, eh bien, c'est ni plus ni moins que la volatilité. C'est l'écart de la zone de prix dans laquelle on travaille à court terme par rapport à la zone de prix dans laquelle on a travaillé également à long terme. Et bien évidemment, quand plus le nuage est épais, plus il y a de volatilité, et plus il y a de volatilité, plus il y a d'incertitude. Donc là, vous voyez que ce niveau, on l'avait jamais avant. Hein. Ce niveau de 15 487, il n'a jamais existé avant. Et c'est justement le fait que ce niveau d'équilibre ici, cette zone d'équilibre, eh bien, le marché, dans cette confrontation, et moi j'aime bien lire et en permanence, quand on pense court, quand on pense trading, c'est surtout se dire que c'est la confrontation, c'est la bagarre, c'est le combat entre des grosses mains qui sont en train de trouver en permanence un point d'équilibre. Et ce niveau de 15 487 ici, eh bien, pendant un certain temps, avec une faible volatilité, parce que regardez les bougies ici, c'est des toutes petites bougies avec relativement de toutes petites mèches, ce qui veut dire qu'il y avait un point d'accord pendant, là je suis en daily, un point d'accord pendant une bonne semaine. C'est extraordinaire, c'est très rare que l'on ait ce point d'accord sur un niveau qui était un niveau inconnu en analyse technique, et en fait un niveau inconnu par le marché de manière visible. Mais le marché, lui, eh bien, c'est autour de ce point d'équilibre, je vais dire court, moyen terme, que le marché n'a justement pas évolué. Et ce qui veut dire que le prochain niveau auquel on va être confronté, là on est à 15 264, puisque là je suis en direct, donc prochaine résistance, 15 487. Alors, elle risque d'être plus facile à franchir dans la mesure, c'est qu'on est déjà dans un schéma haussier. Par contre, et c'est ce qui est en train de se passer, je ne serais absolument pas surpris qu'on vienne rechercher à minima ici ce niveau à 15 236, qui est tout simplement la sortie de nuage de la lagging span, sachant que la lagging span en général, quand elle franchit un obstacle, elle vient le retester. Quand elle franchit le nuage, elle vient le retester. Donc il y a ce qui veut dire qu'il y a une nécessité logique à venir rechercher, à venir retester les niveaux majeurs. Voilà, c'est tout ce que cela veut dire. Et c'est le niveau, regardez, à l'instant où on est exactement sur ce niveau majeur à 15 248,45. On peut tout à fait venir également rechercher cet autre niveau, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce plat ici, il a été créé par le phénomène, par tout ce phénomène-là. Il ne voilà. Ce niveau ici, à 15 125, ça a été à ce moment-là, oui, un petit niveau de polarité, mais c'est surtout un niveau d'équilibre qui a fonctionné pendant tout le mois d'octobre. C'est donc ce niveau d'équilibre établi sur justement 52 plus 26 sur 78 périodes, et ça a duré longtemps. Et vous voyez ici que c'est le niveau qui a interdit la sortie du nuage. Donc c'est un niveau majeur. Donc il est tout à fait possible qu'on vienne le rechercher avant de repartir. Donc premier niveau sur lequel que l'on va venir tester, c'est ce niveau de 15 245. Donc on est en train de le tester. Si on rebondit sur ce niveau, on ira chercher les 15 487. Et là, ça ne va pas passer comme une lettre à la poste, parce que ça, c'est un gros niveau d'équilibre. Et quand on a hésité à un moment donné, et en plus en analyse technique maintenant, ça a été plus ou moins un niveau de support ici, mais ça a été un niveau de résistance, c'est un niveau de polarité. C'est un des niveaux majeurs du marché pour le Nasdaq. Donc, la première possibilité, c'est qu'on rebondisse sur 15 244 et qu'on parte donc 230 points au-dessus sur 15 487.
qu'on ne va pas passer comme une lettre à la poste. Sauf si un jour, M. Powell dit qu'on descend les taux de 1%. Alors là, ça va passer facilement. Là, ça va passer vite. Prochaine réunion, c'est vers le 15 décembre, je crois. Quelque chose comme ça, vers le 15-20 décembre, à la prochaine Fed. Donc, passer avant le 15-20 décembre, avant la prochaine Fed, difficile. Tous les résultats sont sortis maintenant. Pratiquement, il n'y a plus de suspense sur le Q3. Donc, premier niveau, 15. Ça affecte pas mal avec fondamental avant de être optimiste en timing au niveau avec Shimoku, mais ça affecte quand même une attention importante aux données fondamentales avant de prendre quelques décisions. Comme je t'ai expliqué, moi je viens de l'entreprise, donc je m'intéresse à l'économie, que ce soit la macro, que ce soit la micro. Donc j'intègre, surtout en trading, quand on est sur de l'investissement long terme, parce que là on parle plus trading, on parle pour les jours à venir. Donc, je vois pas comment on peut ne pas intégrer la réalité de l'économie, la réalité de ce que les grosses mains ont comme information. Ils en ont évidemment beaucoup plus que moi, considérablement plus, mais ce sont ces éléments que eux, sur lesquels ils réfléchissent. Et à mon sens, sur le Nasdaq, qu'ils surinterprètent. D'ailleurs, c'est presque marrant, à chaque sur les dernières réunions de Fed, les dernières conférences de presse de M. Powell, généralement mal pris, plutôt mal pris. Et puis après, quelques jours passent, et puis après, le Nasdaq, il repart. Et puis une nouvelle Fed, et puis tout d'un coup, on plonge, parce que les marchés, je pense, surestiment l'évolution de l'économie. Ils vont trop vite. Et tant que, surtout pour le Nasdaq, tant que les taux ne se détendront pas, ça sera quand même assez difficile d'aller refaire des plus hauts. Le niveau où on est aujourd'hui, on n'est quand même pas très loin des plus hauts historiques. Au moment de la détente des taux, là, certainement, on franchira ces niveaux-là. Donc, pour le moment, donc premier niveau, le retest du nuage par la lagging span, ou le retest des prix sur les niveaux qui ont été les niveaux d'équilibre pendant la période de baisse. Donc, le premier qui est donc à 15 000, donc 15 244 le premier, 15 125 le deuxième, 15 032 le troisième, et puis si ça se passe pas bien, eh bien en dessous 14 838. Donc ce sont tous ces plats-là qui sont les grands niveaux d'équilibre du marché, qui sont les niveaux autour duquel le marché a tourné à la hausse ou à la baisse, qui vont être, en fait, quand le marché ne sait pas, eh bien, il va venir se réfugier sur ces niveaux. Si vous voyez là, on a franchi, et puis les bougies, parce que j'aime bien regarder les bougies, parce que les bougies, elles vous disent aussi tout. Elles vous donnent en permanence la situation de la bagarre. Quand vous regardez, on a franchi, super, on a une petite mèche haute ici. Bon, la bougie d'hier, déjà, incertitude. Un doji, une mèche haute, une mèche basse à peu près équivalente, et on ne franchit pas. Hésitation. Et là, j'aime pas la bougie à 7 heures. Bon, il est encore 7 heures, il est 19 heures, il y a encore 3 heures, 2h45 de. Si on terminait la journée comme ça, je pense que l'on viendrait chercher le niveau ici en dessous à 15 244. On ne franchit pas pour l'instant ce niveau. C'est une vraie résistance. Pour l'instant, la bougie d'aujourd'hui, c'est un doji mèche longue haute. Donc pour l'instant, la bagarre, elle est forte et les acheteurs ne prennent pas la main sur le marché. Pour l'instant, il y a à peu près accord au niveau de 15 244. Tout le monde est d'accord, mais pas d'accord d'aller plus haut, pas d'accord pour aller plus bas. Alors, on a une question justement, Daniel, par rapport à ça. Une personne nous dit, je vois que là, vous êtes en graphique journalier, mais est-ce qu'on peut utiliser cette méthode Ishimoku sur du plus court terme? Alors, ce que je te propose, c'est qu'on demande justement en ligne un petit peu quel est l'horizon de temps et vous aussi savoir un petit peu sur quel horizon de temps vous êtes. Est-ce que vous faites plutôt du scalping, du court terme? Hop, je le lance en ligne pour qu'on ait les réponses. Et alors, là, pour vous, ceux d'entre eux qui font plutôt du scalping à main levée, d'accord.
quelques-uns. De l'intraday, donc c'est-à-dire ouverture dans la journée, fermeture sur la journée, mais pas non plus quelques minutes. OK. Et après du swing sur quelques jours. OK. Et du plus long terme, des personnes qui restent plutôt en position quelques mois. D'accord. Donc c'était plutôt surtout swing et intraday majoritairement. Et là, en ligne, qu'est-ce qu'on a? En ligne, on a plutôt pareil, hein, entre 30 minutes et 1 heure, donc plutôt de l'intraday. Intraday et scalping, hein, les deux se rejoignent énormément. Alors, je ne vais pas parler de scalping parce que je n'en fais absolument pas. Donc, c'est quelque chose que je ne connais pas, qui ne me convient pas à mon état d'esprit. Hein. Donc, alors par contre, on va parler de l'intraday. On va regarder la même chose, mais on va commencer sur du 15 minutes. Vous aimez le 15 minutes ou le 30? 15-30. Bon. Est-ce qu'on n'irait pas sur le France 40 pour regarder le 15 minutes, comme ça on change de Oui, mais marché? on est fermé là. Il Ah est oui, tard. oui, Ah non, non, mais on non, aurait mais pu le faire là, sur c'est le produit. l'analyse passée. C'est le produit IG, donc vous continuez à côté ou pas? Oui, Je sais en pas. plus. Ok, donc alors on peut aller sur le France 40. Voilà. Ou sur Bon, l'US 500 sinon, hein, éventuellement. allez, est-ce qu'il est toujours ouvert? Je suis en journalier, alors je vais essayer de passer. Je vais passer en 15 minutes. Ouais, il est toujours ouvert. Alors, bon, maintenant, je pense que la volatilité, elle va commencer aussi, par contre, à pas mal augmenter. Donc, on a eu une journée qui était plutôt positive. Donc, on est en 15 minutes en tendance haussière. Tendance haussière, donc on est au-dessus du nuage. La lagging span est au-dessus. On a la Kijun qui fait support au marché. Et on a la Tenkan, dont le rôle est qu'il marche magnifiquement, qui est tout simplement d'assurer l'harmonie des prix. Et c'est véritablement le guide du marché. Alors là, on est sur un niveau d'équilibre à 7000. Là, je vois pas il est caché par le petit. Je peux l'enlever, ça, je suis pas sûr. 7000, je vois pas le. Je vais mettre, si je le veux, je vais mettre le niveau ici, hein, comme pour l'avoir de l'autre côté. Voilà, donc 7095. Donc là, on est en test de la Kijun. Si on casse ce niveau, qui est un niveau de polarité à court terme, hein, c'est un niveau qui a fait résistance, il a été travaillé, et regardez, il a fait support, les acheteurs étaient présents sur 7095. C'est toujours ce qu'il faut se demander, où sont les acheteurs, où sont les vendeurs. Donc là, vous voyez les mèches ici, les acheteurs ont défendu 7095. Donc là, maintenant, on est en test de ce niveau, on est en test de la Kijun. Donc, première possibilité, on casse 7095, on va directement venir tester le nuage ici. Alors, quand? Après, je ne connais pas exactement les heures de cotation d'IG, mais ce qui veut dire que dans la période qui vient, demain matin, il est probable que la zone 7078, oui, 7075, 7090, elle va être testée. Si on casse ce niveau, si on casse la Kijun, ça veut dire que le point d'équilibre, on est dans la partie basse de la zone d'équilibre des 26 dernières périodes. On est rentré dans la zone basse. Donc, ce niveau cassé, c'est un niveau potentiel de vente. Je dis bien potentiel, parce que pour vendre, il y a quand même, c'est du trading, hein, il y a autre chose. Il y a l'objectif, il y a le stop, il y a tout ce qui suit. Fabien? Est-ce qu'il y a des études sur le trading automatique en utilisant cette méthode? Est-ce qu'on a des probabilités sur les taux de réussite de telle ou telle configuration? Alors, je n'ai pas de connaissance de système de trading automatique, au moins en Europe. Alors, Ishimoku, ça vient du Japon. Il y a 30 millions de Japonais qui ont un portefeuille boursier. Et c'est la méthode principale utilisée. Donc, je suppose qu'il doit y avoir des produits japonais qui doivent automatiser Ishimoku. Ouais. Mais moi, je suis quelques traders japonais, mais eux, ils sont, comme ils cherchent plutôt à comment dire, vendre leur approche directe, pas vendre de l'automatique. Donc, vous voyez, là, on travaille ce niveau-là, hein, ce 7095. Alors, il va y avoir un niveau qui va être aussi tout à fait déterminant, c'est si ma lagging span ici passe en dessous de ces prix. Et moi, dans le livre, j'ai appelé cette zone-là, j'ai appelé ça le mur des prix. Ça veut dire quoi le fait de casser les prix? Ça veut dire que on va se retrouver
à un niveau de prix inférieur à ce qu'il était il y a 26 périodes, puisque la lagging span, elle est retardée de 26 périodes. Donc, le fait de passer en dessous veut dire aussi que l'on est dans un schéma qui est plutôt un schéma baissier par rapport à il y a 26 périodes. Donc, la rupture ici de la zone des prix sera également un signal de vente. Un signal de vente pour aller chercher en premier lieu le nuage. Si le nuage ne tient pas, eh bien, ça va être les plats de SSB. Ce sont ces niveaux-là, voilà les objectifs à venir, c'est tous ces niveaux-là, parce que ces niveaux-là, ça a été les niveaux d'équilibre hein, pendant la montée. C'est-à-dire que c'est autour, avec le temps, c'est autour de ces niveaux que le marché a réfléchi ou a raisonné à un moment. Et donc, le phénomène de polarité qui est, quand c'est un niveau auquel sur lequel il y a eu une bagarre à l'achat, il y aura une bagarre à la vente de la même manière sur ces niveaux. Ce sont des niveaux d'équilibre du marché. Voilà, ici, je ne vais pas tous les tracer, hein, mais il y en a un dans quelques temps qui risque d'être important, c'est celui-là. Parce que si, après avoir cassé ici le mur des prix, la zone des prix, je viens casser, la lagging span vient casser sa propre Kijun, c'est encore plus grave. Ça veut dire que c'est une étape supplémentaire de la descente. Et si ça se trouve au moment où eh bien, les prix sortent du nuage, là directement, je passe en tendance baissière. Et normalement, alors j'ai toujours mes plats hein, qui peuvent arrêter. Mais là, on est exclusivement sur un schéma de vente. Donc, on attend toujours la clôture de la bougie. Vous voyez qu'il y a quand même une belle bagarre hein, sur 7095. Regardez la bougie précédente ici. Regardez cette mèche. Cette mèche, elle dit tout simplement que les acheteurs ont laissé les vendeurs se faire prendre et ont réagi. Ils ont réagi sur cette zone-là, sur 7083. Est-ce qu'ils vont réagir à nouveau sur cette zone? Eh bien, à voir. Mais on voit que, eh bien, à mon avis, où ils réagissent avant, ils ne vont pas attendre, les acheteurs 7083. Ou ils sont capables de réagir avant, ou les vendeurs vont prendre la main. Là, les vendeurs vont prendre la main parce que c'était quand même audacieux hein, d'acheter 7083 il y a 15 ou 20 minutes. Hein. C'était quand même très audacieux pour revenir ici à 7000, autour de 7100. Donc, et 7095, il tient hein, toujours. Hein, il tient. Donc, si on rebondit, eh bien, on continuera. Moi, pour acheter, dans ce cas-là, j'attendrai deux choses. Le refranchissement de la Kijun. Ça, c'est le premier point ici, elle va être à 7100 et des poussières. Et puis, moi, je suis un investisseur ou un trader prudent. J'attendrai, parce que j'en ai pas parlé, je travaille aussi beaucoup avec la théorie de dos. Hein. Les tendances haussières, c'est deux plus haut et deux plus bas, plus haut que les uns que les autres. Donc, pour moi, au-dessus du niveau de tout à l'heure, là, le franchissement en clôture, c'est un niveau d'achat. C'est un point d'achat. Après, bon, on n'a pas le temps de regarder les objectifs, le positionnement du stop. Ce niveau est un niveau d'achat. La rupture de 7095 est un niveau de vente avec comme objectif eh bien, le nuage et ces niveaux 7071, 7062. Donc là, on fait exactement. J'aurais été en graphique daily, je vous aurais dit exactement la même chose. Mais avec un horizon de temps qui est justement, ça beaucoup plus long. correspond à une question qu'on avait. La même chose. On nous demandait si tu utilisais le multi-time frame, c'est-à-dire d'utiliser l'Ishimoku finalement du graphique 1 heure, mais en l'appliquant aux 15 minutes. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises? Mais là, tu disais que justement, souvent, on avait le même résultat finalement. Non, ce que je dis, c'est que mon raisonnement qui est fait sur ce graphique, je fais le même raisonnement. C'est-à-dire que mon 7095, si c'était un graphique du journalier, ben j'aurais dit que c'est le niveau d'équilibre qui est le lieu de bagarre, qui est le niveau d'équilibre actuel. Mais si j'étais en graphique quotidien, ce serait le niveau du jour. Alors, pour revenir au multi-time frame, je pense que la personne qui a posé la question est quelqu'un qui certainement fait du scalping. Parce que quand on fait du scalping, on n'a pas le temps d'aller chercher, d'aller regarder, parce que bon, on n'en a pas parlé, mais en gros, en Ishimoku, on travaille avec 3 unités de temps.
au niveau d'équilibre sur 3 unités de temps. Et moi, quand j'ai mes graphiques, dans la zone des prix sur lequel je travaille, eh bien, j'indique les niveaux d'équilibre sur 3 unités de temps. Si je fais de l'action, c'est jour, semaine, mois. Si je fais du court terme, par exemple de l'intraday, je vais avoir du 15 minutes, du 1 heure et du 3 ou 4 heures. Si je fais du swing, je vais avoir du 1 heure, du 3 ou 4 heures et du daily. Voilà. Donc, et je mets mes niveaux dans la zone où on travaille là-dessus. Donc, je ne fais pas. Déjà, si je mets les niveaux, ça va commencer déjà à obscurcir le graphique. Alors, si on se met en plus à faire du multi-time frame, alors là, surtout sur 3 unités de temps, là, il faut quand même, c'est quand même le plus important à regarder, c'est avant tout les bougies. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui se passe en permanence entre acheteurs et vendeurs. Et comment dire, le biais auquel il ne faut pas se faire prendre avec Ishimoku, c'est de regarder les niveaux Ishimoku et ne pas regarder les bougies. Il faut d'abord regarder les bougies. Quand je fais des formations, à un moment, aux participants, je leur montre un graphique où il y a rien, que les bougies. Et la première chose que je leur demande, c'est pourquoi je vous montre ça? Ils sont en général très étonnés. Et la réponse, elle est très claire. Il faut d'abord regarder les bougies. Il faut d'abord regarder la bataille entre acheteurs et vendeurs. Donc, pour revenir à ta question, je n'utilise pas le multi-time frame parce que je ne fais pas de scalping. Ce sont essentiellement les scalpers qui l'utilisent et je le comprends parce que on n'a pas le temps d'avoir en permanence sur le graphique parce que ça va se jouer à 1 pip, 2 pips, 3 pips, 5 pips. Donc le scalper, il est en permanence devant son écran. Il va pas aller changer d'écran ou se poser de questions. À un moment donné, il va cliquer pour rentrer, il va cliquer pour sortir. Donc il a besoin d'avoir ses niveaux tout de suite à l'écran. Parfait. Alors, on a une deuxième question. D'ailleurs, dans la salle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et puis on passera les questions. Tout à l'heure, tu parlais pour la lagging span de 26 périodes. La question était justement, qu'est-ce que tu préconises en termes de réglages? Est-ce qu'on garde les réglages standards ou il y a aussi des écoles qui disent qu'on peut modifier ces réglages et faire ses propres réglages? Quelle est ton opinion là-dessus? Est-ce qu'on garde le standard ou est-ce qu'on peut s'aventurer à faire ses propres réglages? Alors, beaucoup de gens que j'ai formés ou de gens qui sont venus à Ishimoku, surtout d'excellents analystes techniques et surtout et même des grands pros, la première chose qu'ils ont commencé à faire, c'est de changer les réglages. Alors, ils ont bidouillé à droite et à gauche. Et je ne connais aujourd'hui personne qui travaille à un autre schéma que le 9, 26, 52. Là aussi, ça fait partie un peu des mystères et du côté merveilleux d'Ishimoku, parce que 9, 26, 52, ça avait une signification au moment où le créateur d'Ishimoku, dans les années, entre les années 40 et 60, oui, a créé le modèle. Il se référait avec 26 périodes, c'était tout simplement le nombre de séances du mois boursier japonais, c'est-à-dire on travaillait sur 6 jours. Donc, le mois faisait 26 périodes. L'équilibre 52, c'était 2 mois boursiers. Et le 9, c'était 1 semaine et demie. Aujourd'hui, c'est plus 26 périodes, c'est plus 26 séances, c'est plutôt 21, 22. Et le réglage 26 est celui qui marche le mieux. Alors, pourquoi? Plusieurs personnes ont essayé de faire un 21, 42, 7 pour retrouver 1 mois, 2 mois, 1 semaine et demie. Eh bien, ça ne marche pas. Le meilleur réglage, et je ne connais personne qui utilise Ishimoku qui a un autre réglage que celui-là. Bah parfait, je pense que ça répond bien à la question. Ishimoku, c'est un système japonais et il y a un côté auquel nous, en tant qu'occidentaux, on a un peu de mal. Il y a toujours un côté un peu ésotérique. Il y a eu Monsieur Osoda et d'autres personnes, je pense à une en particulier, qui a énormément développé la base d'Ishimoku, alors que moi, je fais un Ishimoku, on m'a qualifié un jour d'occidental. Oui, je l'accepte, tout à fait. Et j'utilise l'analyse technique classique.
il y a un côté un peu, il y a un côté un peu ésotérique avec des éléments de projection dans le temps et qui fait que je pense on est encore très loin de percer tous les mystères de la méthode. Il y a ce côté qui est très japonais, très japonisant et qui est, je pense, plus difficile à comprendre pour nous. Et déjà, le côté qui est vraiment cette base, ce côté extraordinaire, qui est de ne pas utiliser les supports résistance, mais des niveaux d'équilibre de marché, eh bien, c'est un peu en dehors de la réflexion occidentale, parce que le gros des livres, le gros des publications en analyse technique classique, alors que l'analyse technique classique vient du Japon aussi, hein, très clairement. Le gros des publications est américain, européen aussi, mais surtout américain. Et il n'y a pas je ne connais pas d'auteurs américains qui se soient lancés dans une approche de l'analyse technique en travaillant sur des niveaux d'équilibre de marché. Alors que c'est ça la vérité, c'est ça la réalité justement de toujours cette bagarre entre acheteurs et vendeurs. Et les niveaux auxquels on a tourné à un moment qui vont devenir des niveaux majeurs. Et c'est ça, pour moi, la plus grande force et la puissance de l'analyse. Et comme cette analyse, on peut la faire sur plusieurs unités de temps, eh bien, on est toujours, si on travaille en 15 minutes, eh bien, ou en 30 minutes, eh bien, on va regarder quels étaient les obstacles sur plus long terme. Mais plus long terme par rapport à un 30 minutes, c'est le fait de faire un 3 heures, par exemple. Et qui vont être les obstacles qui vont se présenter pour les cours dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, ce que l'analyse technique ne dit absolument pas. Mais l'analyse Ishimoku de l'unité de temps supérieure va vous dire qu'est-ce qui risque de se passer, quel est le champ de bataille dans lequel l'actif va se trouver eh bien, dans les heures qui viennent, pour ceux qui travaillent à court terme, pour les semaines qui viennent, pour ceux qui travaillent sur du long terme. Et alors pour le scalper, je sais pas quoi dire. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ou en marché vous souhaiteriez Le Bitcoin. Alors le Bitcoin, alors je ne le. Et après on a une demande. Ouais. Alors, donc je demandais dans la salle s'il y avait des demandes pour analyser des marchés particuliers. Donc, on m'a demandé le Bitcoin et on a aussi une demande assez originale puisqu'on m'a demandé le cacao. Voilà, donc on l'a sur la plateforme. Du coup, on pourra l'afficher tout à l'heure après le Bitcoin pour faire une petite étude grâce à Ishimoku. Alors, crypto, donc moi, je ne travaille absolument pas. Je ne les trade pas. Alors, donc, moi, je prends le Bitcoin. Pour moi, je considère que c'est nouveau. Donc, j'arrive sur un actif que je n'ai jamais vu. Donc, mon premier réflexe, comme je suis plus action, c'est de regarder le daily, le quotidien. Et puis après, donc, je regarde mes niveaux en quotidien. Ben, il me dit quoi le quotidien? C'est qu'on est dans une merveilleuse tendance haussière en daily. Les prix, c'était ici, hein, le 20 octobre, eh bien, la tendance haussière a été validée par la sortie de la lagging span du nuage. La Tenkan était sortie précédemment. Donc, et bon, si vous vous intéressez au livre, je donne exactement, comment dire, un peu le manuel quand entrer en position. Donc, je donne les checklists de ce qu'il faut que soit validé pour pouvoir rentrer en position ou acheteuse ou vendeuse. Donc là, pour moi, ici, ce jour-là, j'ai validé la sortie de la lagging span du nuage. Les prix sont sortis. Je suis au-dessus de la Kijun. La Tenkan fait support. Donc, ma tendance, elle est haussière. Donc, rien ne s'oppose à un achat. Maintenant, je vais voir à plus long terme qu'est-ce qui va se produire, ou dit différemment, qu'est-ce qui va venir se mettre sur notre chemin. Alors, c'est très simple. Le premier niveau majeur, il est, si je trouve mon horizontal, il est là. Et là, c'est un gros niveau, c'est ce plat de SSB. Alors, ce niveau-là, il est à 43 330. Ce niveau est un niveau d'équilibre majeur du passé. C'est un niveau sur lequel on a tourné longtemps, puisqu'on a tourné. Alors,
Là, c'est pas exactement ça puisque je suis décalé de 26 périodes, mais en enlevant un mois, on a tourné autour entre le 12 décembre et le 1er mai. C'est pas rien. On a tourné 4 mois et demi autour de ce niveau. Ce qui veut dire que, par phénomène de polarité, quand on va revenir, si on y revient sur 40 330, ça va pas passer comme ça. C'est un niveau d'équilibre et il va y avoir une grosse bagarre autour de ce niveau. Il faut que je tienne, alors, il faut que je tienne absolument. Il faut que je tienne absolument. Premier niveau à tenir, c'est celui-là. Si je casse 31 943, vous voyez, c'était la sortie du nuage. Là aussi, regardez ce niveau, on s'est arrêté pile poil. Regardez un peu cette forme de magie d'Ishimoku où on s'est arrêté pile poil. La résistance, elle est directement le haut du nuage, qui est justement ce niveau d'équilibre. Dans la bataille acheteur-vendeur, il n'y a pas un acheteur. Si, il y a eu des acheteurs, mais le personne ou comment dire, le consensus du marché a été de dire on ne franchit pas. Donc, il est clair que si on revient en dessous de 31 943, eh bien, la sortie du nuage ne sera pas validée par la lagging span. Et à très long terme, pour que la tendance soit haussière à très long terme, il faudra revenir chercher 43 331. Et maintenant, je vais redescendre puisque je vais regarder par exemple, tiens, en 3 heures. Je vais regarder en 3 heures. En 3 heures, on est haussier, mais il ne se passe rien. Il ne se passe pas grand-chose. Je veux dire qu'on est tranquille. On a ici un niveau qui est à, alors on ne le voit pas trop, 36 200, qui est le niveau donc de la Kijun. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on casse ce niveau, on va redescendre directement sur le nuage à 34 970. Si ce niveau est un niveau faible, le nuage est mince, ce qui veut dire que à un moment donné, lorsqu'il y a eu on avait un niveau d'équilibre entre le long terme, la SSB, 52 périodes, et la SSA, les deux niveaux étaient proches. Donc, c'est un grand niveau de consensus. Et comme c'est un grand niveau de consensus, au moment où on va basculer dans un sens ou dans un autre, ça peut partir vite. Mais c'est un niveau de consensus, celui-ci, 34 970. Donc, là-dessus, c'est un gros niveau d'incertitude. Qui va gagner entre acheteurs et vendeurs? Parce que le niveau, on est entre 34 971 et en dessous, je suis à 34 800. 170 points pour le Bitcoin, c'est rien du tout, c'est l'épaisseur du trait. Donc, si on casse la Kijun, premier niveau ici, alors là je ne vois pas 36 200 et des poussières, directement on vient sur la zone des 35 000, 85 70 à peu près. Si on casse ce niveau, eh bien on va descendre, on a un premier niveau de support ici qui est ce plat de SSB à 34 245. S'il casse, eh bien on redescend le long des plats, premier plat de SSB ici, 32 779, et celui-là qui est plus important, cette zone, parce que vous voyez, ça a été à un moment donné la Kijun, par la suite, ça a été la SSB. Et ça, c'est des niveaux qui sont tout à fait majeurs. Alors, je vais expliquer un petit peu pourquoi c'est un niveau absolument, c'est une zone absolument fondamentale, cette zone-là, 32 423. Vous voyez, c'est une zone qui a été, à un moment donné, qui a été la Kijun, donc qui a été le niveau d'équilibre du marché sur 26 périodes. Après, on a évolué et par la suite, ce niveau qui était un niveau de moyen terme, il est devenu un niveau de long terme. Ce qui veut dire que dans l'esprit du marché, c'est un niveau majeur. On y a tourné pendant un temps et puis un certain temps, je ne le calcule pas, je pourrais regarder 26 périodes en arrière, mais c'était après, il est devenu niveau d'équilibre de long terme, après qu'il ait été niveau d'équilibre de court terme. Eh bien, on est revenu comme niveau d'équilibre là-dessus. Donc, c'est un niveau qui est extrêmement ancré dans la mémoire, je veux dire, des grosses mains, des gros investisseurs. Donc, si on casse, là, en fait, j'ai quoi là? J'ai une espèce de zone. Regardez ces nuages qui sont minces. Voilà, je vais tracer ici. Je vais même faire autre chose. Voilà, je vais même mettre une zone ici.
grossière, hein, voilà, grossière, je m'entends, voilà. Je vais mettre une zone ici, alors c'est pour, je suis en 3 heures, hein, voilà. Ça, c'est que je qualifierais un peu la zone de support majeur. J'ai donc 3 étapes, 3 niveaux. Le premier, je suis au-dessus, tout à fait haussier, je continue à être haussier, il n'y a pas de problème, tant que cette zone, alors je l'ai faite rapidement, hein, je pourrais la faire plus précisément, parce que je ne serais pas du tout étonné qu'on vienne justement toucher le haut de cette zone. Si on est à l'intérieur, ça veut dire que pour moi, on ne peut pas trader. Et regardez, c'est vraiment une zone de support qui est importante et on a tellement peu de tendance dans cette zone que eh bien, les nuages viennent plutôt s'aplatir. Donc cette zone ici autour de 34 900, c'est vraiment, vraiment la zone d'équilibre pour les jours, semaines à venir. Et si je casse donc ce rectangle, cette zone qui est cette zone support, hein, en dessous de 34 000, eh bien là, je dégouline gentiment vers 32 423, 31 943. Alors, je vous donne des niveaux, mais ce que j'essaie de donner surtout, c'est un mode de raisonnement. Ce mode de raisonnement, il s'établit tout simplement par rapport aux zones d'équilibre, c'est-à-dire par rapport au niveau que le marché va chercher. Et le niveau qu'il va chercher, c'est pas forcément des supports et des résistances, parce qu'il y en a partout, pas partout, je m'entends, il y en a pas mal. Mais par contre, ces niveaux d'équilibre, ils sont dans la mémoire de marché. Et en général, on va venir les chercher. Regardez ici. Non, oui, regardez ici. On est arrivé, ici, après une tendance haussière, on est arrivé donc on est arrivé en range. Et puis, qu'est-ce qu'on est venu? On est venu tester le nuage. Mais regardez ce test de nuage, ce test de haut de nuage. C'est au point près. C'est au point près. Là, vous avez une zone de tous les dangers. Ça, c'est un phénomène, justement, j'explique dans le livre. Ici, le test du nuage, je sais quasiment que je vais rebondir. Parce que j'ai une volatilité énorme, qui veut dire que j'ai un matelas avant de passer baissier qui est énorme. Donc, je ne suis pas véritablement en danger. Là, par contre, vous voyez, là, j'ai une zone d'équilibre qui est courte. Donc, j'ai un niveau de consensus à ce niveau-là. Et si je viens tester ce niveau et que les acheteurs ne marquent pas rapidement leur envie, eh bien, ils vont laisser le doute aux vendeurs qui, à ce moment-là, eux, vont reprendre. Et ils ont toute l'attitude parce qu'on est sur une zone faible. Et si on casse des zones comme ça, généralement, là, on descend. Et regardez ce qui se passe. Vous avez un test ici du nuage. Et les acheteurs, eh bien, ils défendent ce niveau. Ils défendent la SSB. Et regardez, eh bien, on repart. On revient tester une nouvelle zone. Et là, il y a une zone de danger, là. Vraiment une zone de danger. Mais ici, c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt parce que regardez ce point-là, ici. Où est-ce qu'il est? Je le mets là. Ma lagging span, elle est là. Ma lagging span, elle est au-dessus de ses prix. Elle est au-dessus des prix d'il y a 26 périodes. Donc, je ne suis pas passé en tendance baissière encore. Et puis, ma Tenkan qui est ici, c'est aussi ce que j'explique, enfin, j'explique pas mal de choses. Une des conditions de ma checklist pour vendre, c'est que la lagging span, elle, soit libre. Ça veut dire qu'il faut que, eh bien, elle aussi sorte du nuage, parce que tout obstacle pour les prix est un obstacle pour la lagging span. Donc, si on peut tout à fait avoir un arrêt, c'est pour ça que je mets comme zone de support les SSB, parce qu'il va falloir que la lagging span la casse pour pouvoir descendre. Donc, tant que je n'ai pas cassé ce niveau-là, alors maintenant, c'était il y a longtemps, hein, tant que je n'ai pas cassé ce niveau-là, quand j'étais dans cette zone de prix, je sais que même si je casse, mon objectif, si je veux vendre, mon objectif, il est là, il est sur ce niveau-là. Après, j'explique également dans le livre, quand on arrive sur l'objectif, qu'est-ce qu'on fait? On sort, on reste, et je donne un certain nombre, pas de trucs, mais d'habitudes de traders, que j'explique qui dépasse Ishimoku. Donc là, sur cette bougie, je ne vais certainement pas vendre. Pourquoi? Parce que ma lagging span, elle est toujours au niveau des prix. Donc, je suis toujours au-dessus d'il y a 26 périodes. Donc, je ne suis pas encore engagé dans un schéma baissier. Je suis toujours dans un schéma haussier. Donc, il va falloir que j'attende que ma lagging span sorte, c'est-à-dire qu'il faut que j'attende ce niveau de 34 250 ou, si je vends,
de me donner ce niveau-là comme niveau d'objectif. Et quand j'y arrive, eh bien, on continue, on reste, same player, shoot again, à voir. Mais je sais que mon objectif numéro 1, il est là. Après, c'est quand j'y serai, si j'y vais, que je saurai. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce niveau, ce plat de SSB, il a fait support. Et on repart vers le haut. Alors, on a une question justement par rapport aux périodes où on se trouve en range. Toi, par rapport à Ishimoku et ses périodes de range, qu'est-ce que tu préconises avant qu'on passe à l'étude du cacao? Alors, d'une manière générale, alors moi, pardon, excusez-moi, je n'aime pas travailler les ranges. Pourquoi je n'aime pas, à part des cas particuliers, si on est sur un range, on vient sur le bas du range, on a une magnifique étoile du matin, ouais, ça c'est péché que de ne pas acheter. Mais d'une manière générale, à l'intérieur des ranges, j'aime pas trop. Ça veut dire que si je suis dans un range, le marché n'a pas de tendance. Donc, ça veut dire que l'unité de temps dans lequel on est en range n'est pas l'unité de temps du marché. Le marché, il attend quelque chose. Donc, quand c'est comme ça, eh bien, je descends en général d'une unité de temps. Et dans cette unité de temps, je vais me trouver ou en range à nouveau, ou je vais me trouver dans un schéma tendanciel qui peut être, si par exemple j'avais touché le bas du range, j'ai par exemple comme ici l'équivalent à peu près d'une étoile du matin, je vais passer dans une unité de temps inférieure et je vais regarder si dans cette unité de temps, je suis sur un schéma tendanciel. Ça veut dire toujours ma checklist, à savoir est-ce que dans ce schéma, je suis au-dessus du nuage, je suis au-dessus de la Kijun, la Tenkan est sortie du nuage, la lagging span n'a plus d'obstacle. À ce moment-là, je me remets en changeant d'unité de temps dans un schéma tendanciel. Si ça marche, sur le daily, ça fonctionne pas, je suis en range, et donc je vais passer sur le 3 heures. Si le 3 heures, lui, il est en schéma tendanciel, eh bien tout ce que j'ai appliqué, tout ce que j'applique et qui fait le gros de ce que j'explique, eh bien je l'applique sur le 3 heures, c'est tout. Donc le range en lui-même, eh bien j'essaie d'en sortir parce qu'en fait, c'est un peu l'expérience. On gagne de l'argent où? On gagne de l'argent en prenant une tendance et en suivant la tendance. Mais ça peut être sur du 15 minutes, la tendance. On peut être en tendance sur un schéma en 15 minutes. Mais on a envie, si on veut acheter, on a envie que ça continue. Et on a envie de contrôler dans l'unité de temps qui guide le marché. C'est l'unité de temps que l'on va regarder en permanence. C'est elle qui guide le marché. C'est là-dessus que se fait en permanence la bagarre entre acheteurs et vendeurs. Donc, le range en tant que tel, c'est justement de la non-tendance. Donc, je vais aller rechercher dans une unité de temps plus basse le range. Alors, je sais que j'ai des confrères ishimokuistes qui aiment bien le range. Moi, dans le livre, j'évacue le range en 2 ou 3 pages. En disant tout simplement, je passe dans l'unité de temps, dans les unités de temps, parce que ça veut dire que c'est dans ces unités de temps que le marché est en tendance. Donc, c'est lui qui va me donner la réalité de ce qui se passe en ce moment. Merci pour cette réponse. Du coup, on peut passer au cacao. Cacao. Oui, bien Voilà. sûr. Et en attendant qu'on passe au cacao, j'en profite pour ceux qui sont dans l'audience ou en ligne pour vous présenter la plateforme IG. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, vous voyez Daniel faire ses analyses. Voilà. Cacao New York ou cacao Londres? Ah voilà, alors pour la personne qui m'a posé la question en ligne, cacao Londres ou cacao New York? Voilà, si vous pouvez nous répondre rapidement pour qu'on puisse faire l'analyse. On attend le retour, sinon on prendra le premier. Donc c'est la plateforme IG. Donc vous avez pu voir, hein, il y a énormément d'unités de temps qui sont disponibles. Cacao New York, voilà. Okay. Cacao New York, énormément d'unités de temps disponibles, beaucoup de paramétrages possibles et vraiment alors, on parle beaucoup de Pro Real Time parce que c'est un outil qui est hyper personnalisable, mais vous voyez déjà l'ampleur de la personnalisation que vous pouvez faire sur la plateforme IG. Voilà, je laisse la parole à Daniel et on est sur le cacao New York. Elle est très facile à utiliser. Hein. Moi, je ne la connaissais pas. En quelques minutes, alors il y a des choses que je ne connais pas, hein, bien sûr. C'est moi qui le dis. Comment? Non, mais ça se fait. J'y suis allé très vite. J'ai juste mis mes couleurs. Voilà. Alors, le cacao New York. Donc, on est de toute façon certainement ouvert à cette heure-ci. Donc là, je suis un graphique en quotidien. Alors ça, c'est un schéma, mais alors d'un classicisme, d'une banalité en Ishimoku, d'une tendance haussière.
à savoir, on a démarré la tendance. Ah, on a démarré la tendance. Non, par là, hop. On a démarré la tendance ici, vous voyez, à un moment donné, les prix sont sortis du nuage, la lagging span est sortie, alors toujours en daily, hein, en vision, dans le cadre d'une réflexion d'un investissement pour une lecture daily, donc c'est pour du moyen terme. Hein. Alors, donc, on sort du nuage et on démarre, on a une situation où on s'éloigne de la Tenkan et donc on a une situation de surachat. Donc, la Tenkan étant la ligne qui fait l'harmonie des prix, l'harmonie du marché, on vient retester la Tenkan, la Kijun, et on repart. À un moment donné, ben, il y a un peu d'hésitation dans le marché, eh bien, on vient tester le nuage. En général, on a ce phénomène, test de la Tenkan, test de la Kijun, test du nuage. Et c'est sur le test du nuage que se font, que l'on a nos risques. Parce que quand on a des nuages qui sont minces, eh bien, on peut, comme je vous l'ai expliqué, on a peu de volatilité, donc on peut basculer de l'autre côté très facilement et là, après, accélérer. Or là, eh bien, chaque fois qu'on est venu tester le nuage, les acheteurs sont venus. D'ailleurs, vous voyez même au test du nuage, le lendemain, il se passe deux choses. On ouvre un gap haussier et on refranchit la Kijun, plate. Donc là, c'est hyper tranquille. Là, on a eu un nouveau test ici du nuage, ça a bien fonctionné. Donc là, en daily, on est en tendance qui est tout à fait haussière. Donc Ishimoku ne va rien me dire de plus en daily que, eh bien, on peut y aller. La tendance, elle est haussière. Alors, si j'achetais aujourd'hui, moi, je n'utilise pas Ishimoku pour le positionnement des stops. Alors, dans le livre, j'explique comment je positionne mes stops. Moi, je me positionnerais, si je devais acheter, j'utilise beaucoup plus les éléments de la théorie de dos, c'est-à-dire en tendance haussière, j'ai fait un nouveau plus haut, un plus bas, un nouveau plus haut. Si je viens casser le dernier plus bas dans la tendance haussière, ma tendance est remise en cause. Donc, c'est le niveau où je devrais normalement vendre. Donc, mon stop, je le place. Mais par contre, si le livre, vous le lisez, j'y rajoute toujours, et ça, c'est souvent, on accuse souvent les brokers de dire, ah bah oui, c'est la chasse au stop, ils sont allés me chercher mon stop. Ben, je ne sais pas si ça se produit, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on a toujours tendance à placer des stops trop courts, trop près des niveaux, et on ne pense souvent pas qu'il y a de la volatilité. Et quand on place un niveau de stop, il faut intégrer la volatilité. Et quand je place un niveau de stop, bon, je ne vais pas te dévoiler comment je fais là ce soir, mais quand je place un niveau de stop, et je vous conseille quand vous placez vos stops, quelle que soit votre méthode, de tenir compte de la volatilité. Parce que si vous vous faites prendre de 1 pip, 2 pips, 3 pips, 5 pips, c'est que vous n'avez pas tenu compte de la volatilité. Et quand plus il y a de volatilité, il y a aussi les spreads qui s'écartent. C'est ce qui est tout à fait normal parce que justement, les cours et justement les spreads tiennent compte de la volatilité. Alors si le broker tient compte de la volatilité, tenez-en compte aussi. Donc là, je suis en tendance haussière, j'ai rien à dire de plus que ça, parce que Ishimoku ne me dit rien de plus que tout va bien. Alors là, en hebdomadaire, eh bien, il faut que je remonte loin. Mais j'ai pas de niveau avant Alors, 2005. je précise quand même, Daniel, parce que la personne qui nous a demandé cette étude nous dit mon idée est de vendre. Alors, par rapport à tout ce que tu dis Alors, depuis tout à l'heure, moi, je n'irai pas dans ce sens-là pour le alors, moment, quoi. Je serais plutôt acheteuse. Mais on va voir si alors, peut-être sur le plus court alors, terme, ça je pose la peut. question donc aux participants, pourquoi ils vendraient? Qu'est-ce qui ferait qu'ils vendent? Ah, vous aussi, vous seriez vendeur. Alors, non mais attendez. On a une autre personne dans l'audience sur place qui nous dit qu'effectivement, elle serait aussi vendeuse. Donc, ça va être intéressant de. Alors, oui, mais on a eu tout le long, on a eu tout le temps des éléments. Regardez la bougie ici. Alors, le point, moi, où je vendrais, c'est-à-dire que si je suis dans le marché à l'heure actuelle, mon stop, je le place en dessous de cette mèche, plus la volatilité. C'est-à-dire que si on casse ce niveau, tout le mouvement qui a démarré à 3004, ce mouvement, il est invalidé. Et à ce moment-là, le premier niveau d'objectif, eh bien, il est cette zone de polarité, il est ce gap, parce que là, j'ai un gap, hein. Le gap, il n'a pas été comblé. Et vous voyez, il y a une mèche ici. Cette mèche, elle indique que le gap
je l'ai perdu ici. Moi, pour qu'un gap soit comblé, il faut qu'il soit comblé en clôture. Et quand il est là, on peut dire qu'il a été comblé pendant la séance. Eh bien, justement, le gap, il est toujours ouvert parce que, justement, les acheteurs étaient présents. Et ils ont interdit la fermeture du gap. Donc, le premier niveau qui invalide le schéma haussier, il est sous cette mèche-là. Et le premier objectif d'une vente, il est de combler ce niveau de gap. Et ce gap, je vais essayer de le tracer, en rectangle. Voilà, mon gap, il est là. Pour moi, il est là, le gap. Bon, vous voyez que ce gap, il était sur le franchissement de cette résistance ici. Il est juste au niveau de la résistance ici. Donc, ce niveau, il est hyper important. Hyper important. C'est vraiment un niveau sur le marché de l'actif. C'est le niveau majeur en cas de chute, en cas de baisse. Et je vais mettre le deuxième. Je vais mettre mes deux lignes. Voilà. Donc, cette zone, 3725 et l'autre, il est juste au-dessus. Mais bon, on comprendra. Si je comble le gap, là, je vais directement vers le nuage, là. Parce que j'ai pas grand-chose. J'ai ici, j'ai un niveau, mais il est quasiment au nuage ici. Il est quasiment. J'ai ce niveau ici, j'ai ce plat de Kijun ici, qui est également un niveau. C'est un niveau technique. C'est un niveau Ishimoku, 3600, mais il est carrément arrivé au nuage. Donc si on casse, premier point, si on casse le niveau ici, ce niveau, donc qui est pour les tenants de la théorie de dos, dont je suis un ardent défenseur, en rupture de 3807, à la volatilité près, c'est le niveau, si j'étais dans le marché, où je placerais mon stop, à la volatilité près. Si on casse ce niveau, la suite, c'est 3725, puis 3006, puis ici, le nuage. Alors, oui, mais comme une hirondelle ne fait pas le printemps, c'est pas une grosse mèche haute qui fait le marché. Parce que on a eu une première, regardez, on a eu un nouveau plus haut ici. On a fait une toute petite consolidation. La Tenkan a fait son schéma d'harmonie. On n'a pas cassé la Tenkan. Donc, tant qu'on ne casse pas la Tenkan, ça veut dire qu'on est au-dessus. Donc, on ne casse pas la Tenkan et aujourd'hui, on repart quand même haussier et je suis à la limite, pas tout à fait, je suis quasiment à la limite d'un gap d'ouverture. Tout ce que vous pourriez éventuellement dire pour l'instant, c'est qu'on est peut-être dans une légère situation de surachat. Mais tant que je n'ai pas de figure de retournement de marché, tant que je n'ai pas ici demain une bougie rouge, mais une rouge, une belle taille, qui montre que les vendeurs ont repris la main. Pour l'instant, les vendeurs, ils n'ont pas la main sur le marché. Vous pouvez avoir raison en vendant, en anticipant, mais pour l'instant, il n'y a rien qui me dit qu'il faille vendre. Mais rien. Il y a, c'est clair que c'est un peu tard pour acheter. Cette bougie ici était une bougie d'achat. Parce que j'ai fait un nouveau plus haut dans la tendance haussière. Donc, c'était une bougie d'achat. Alors, peu importe, j'ai pas d'objectif à ce moment-là. Après, si je veux trouver des objectifs, ça, je l'explique aussi, eh bien, j'ai le retracement, les extensions de Fibo, qui est le meilleur outil, parce que Ishimoku vous dit tout est haussier. Quelle que soit l'unité de temps que j'utilise, il me dit que c'est haussier. Donc, je suis à la limite d'Ishimoku. Donc, j'utilise l'analyse technique, qui a beaucoup de vertus. Donc, là, si ce soir, je suis comme ça, et si demain, j'ai une belle rouge, avec une clôture en dessous du corps, vous regarderez demain, on verra ce qui va se passer. Si j'ai une bougie rouge et qui clôture en dessous du corps de la bougie d'hier, en dessous de l'ouverture de la bougie d'hier, j'aurai, en termes d'analyse technique, une belle figure de retournement qui est une étoile du soir. J'aurai cassé la Tenkan, mais m'en fiche un peu. Et derrière, le premier niveau, c'est celui-ci que je ne vois pas à cause des éléments à 3800 et des brouettes. Mais tant que je n'ai pas
de figures de retournement. Ça, c'est ma façon de travailler. Hein. Je respecte toute autre façon. Moi, tant que je n'ai pas une étoile du soir, qui vient vraiment une belle étoile du soir, si j'ai demain une petite rouge avec des mèches hautes et basses, ça veut dire qu'on est en pleine, c'est une bataille rangée. Et on ne sait pas où ça va aller. Donc, moi, j'ai besoin de savoir que les vendeurs reprennent la main. Pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il y a une bataille. Il y a une bataille sur un plus haut, on est carrément sur un plus haut historique. Hein. Alors, les arbres n'atteignent jamais le ciel. On ne peut pas non plus demander à ce qu'en faisant un nouveau plus haut historique, on continue à monter à grande vitesse. C'est impossible. Enfin, pour moi, c'est impossible d'acheter maintenant, de toute façon. Hein. C'est impossible d'acheter. Donc, pour acheter, bien, c'était comme on s'était ici ou là sur cette bougie. Il faut une conso. Il faut une conso. Si je viens tester ce niveau et que je reparte, là oui, ce niveau-là est un point d'achat si je rebondis avec une étoile du matin. Merci beaucoup pour cette réponse, Daniel. Alors, il nous reste 2 minutes. Est-ce que tu veux conclure sur quelque chose avant qu'on termine en ligne? Et puis, nous, on continuera pour ceux qui sont sur place, hein, puisqu'il y aura une petite séance de dédicace et tout. Bien, en fait, quand je suis venu ici, ou chaque fois que je fais une présentation, hein, ou que ce soit une formation, que ce soit un webinaire ou comme ici, mon objectif, et c'est la question que je pose à mes interlocuteurs, est-ce que ce que je vous ai présenté vous donne envie d'aller plus loin en Ishimoku? Et ceux qui utilisent déjà un petit peu, est-ce que ça vous donne envie d'aimer la méthode? Parce que moi, la méthode, je l'aime. Moi, elle me passionne. Et ça fonctionne parce que je ne sais pas comment on peut, dans la vie, d'une manière générale, faire sans passion. Comment on peut réussir sans passion? C'est pas dans mon état d'esprit. Donc, je pose la question, donc, surtout aux participants extérieurs. Hein, est-ce que ça vous donne envie d'aller plus loin en Ishimoku? Est-ce que ça vous donne envie d'aimer la méthode? Alors, on a déjà quelques réponses en ligne, mais est-ce que dans l'audience, il y a déjà des réponses? Est-ce que ça vous donne envie de l'utiliser peut-être pour ceux qui ne le faisaient pas déjà? D'aller plus loin. Qu'est-ce que vous appelez le retard? Le retard sur le coup, pour moi, c'est un indicateur qui donne un retard conséquent. Et quand vous parlez de point de marché, je pense que le profil est peut-être un peu plus adapté. Est-ce que, venez, montrez-moi. Montrez-moi. Vous avez un pour aller ou pas? Alors, on va peut-être le faire tout à l'heure. Ah oui, d'accord, ok. Bah, ou après, moi, j'ai tout mon temps. Hein. Oui, envie de continuer à approfondir Ishimoku, nous aimons la méthode, nous pratiquons de plus en plus. Ça donne envie de maîtriser, de toute façon, on n'est jamais au courant de toutes les méthodes. La théorie, c'est toujours plus simple. J'attends de voir en pratique ce que cela va donner. Voilà, pour avoir une idée. Oui, bien sûr. Bon, si déjà ça donne un côté positif, un côté envie d'aller plus loin. Parfait. Merci à tous d'avoir participé. On sera en replay à partir de demain sur YouTube. C'était le premier de ces événements un peu en régie, quoi, hybride, voilà, hybride, je n'avais pas le mot. Merci Romain de l'avoir cité. Et à bientôt.